Alors l'économie du savoir, l'économie de la connaissance, on essaiera de ne pas passer du temps sur les nuances, mais sont identiques pour notre perception, même si on peut débattre là-dessus. Bien, c'est une économie, bien entendu, qui n'a pas une génération spontanée. C'est une économie, c'est une notion historique qui a évolué et qui fait qu'elle a des facteurs d'évolution assez notables, qui sont d'abord le développement du secteur tertiaire. C'est clair que la tertiarisation des économies a préparé le terrain à cet événement. C'est clair que le deuxième élément d'évolution, c'est le progrès technologique, et en particulier les technologies de l'information et de la communication, qui ont permis à ce processus, permis à ce paradigme de naître. Et bien entendu, un troisième élément que nous passerons, c'est la globalisation. Globalisation dans laquelle, évidemment, la connaissance circule à une échelle planétaire et permet évidemment de créer des richesses de par cette circulation. L'autre élément d'évolution, c'est le capital immatériel. C'est clair qu'on ne veut pas parler de l'économie du savoir, de la connaissance, sans reconnaître que nous avons aussi largement pénétré dans ce qu'on appelle la révolution de l'immatériel, et le capital immatériel est devenu un capital aussi important, sinon plus que le capital matériel, dans les processus de production. Le matériel, ça inclut beaucoup de choses, c'est l'information, c'est le savoir-faire, c'est la connaissance, c'est la recherche, on y reviendra, et tous ces éléments de l'immatériel donnent évidemment des avantages compétitifs lorsqu'ils sont bien maîtrisés. Et donc le capital immatériel, le capital savoir, est devenu un facteur de production à part entière. Au plan historique, il faut peut-être tracer un chemin conceptuel, mais d'une manière très, très rapide. C'est clair qu'on peut remonter jusqu'à travaux de Adam Smith dans ses œuvres Division du travail, mais la richesse des nations, mais aussi les sentiments moraux, où déjà des notions de connaissance comme facteur d'organisation, comme facteur producteur d'efficacité, de productivité sont présents, et on peut dire que les origines sont là, et bien sûr, dans ces constituantes, il faut remonter également aux travaux de Schumpeter, dès 1929, qui aussi met en avant sa forme à travers l'entrepreneuriat, à travers l'innovation, à travers l'entreprise, met en avant des formes de l'économie de la connaissance, puisque l'organisation, lorsqu'elle est nouvelle, elle peut également produire de la richesse et pas simplement des nouveaux produits. Donc nous sommes ici sur une première ouverture, mais il faut attendre plus tard l'avènement de la vision néoclassique, l'avènement de la croissance endogène comme élément important dans la mobilisation des facteurs de la connaissance pour la production dans l'entreprise, ou pour la production de richesses d'une manière générale. Je ne citerai pas tous les travaux sur la recherche, l'éducation, le capital humain, tout cela. Mais je pense que nous avons pénétré d'une manière beaucoup plus prépondérante les années 80, lorsque les travaux faits dans le contexte du courant évolutionniste
du changement technique, les travaux de Freeman, les travaux de Lundvall, plus tard de Fauré, eh bien, ont déjà acté le fait que la connaissance est un élément important, et en particulier l'innovation, un élément important dans la compréhension de ce processus de production de richesse. C'est clair que, bien entendu, on ne peut pas les citer tous, mais les travaux de Nelson, les travaux d'Arrow, de Simon, de McClure, sont tous, et de Hayek, sont tous autant de jalons qui peuvent expliquer comment on a progressivement compris d'une manière beaucoup plus approfondie ce processus. Et bien entendu, c'est tout cela qui a permis d'arriver à l'économie de la connaissance, que peut être perçue, comme l'a perçu Fauré, l'augmentation de la part du capital intangible. C'est clair que c'est un élément important. L'autre élément, c'est l'expansion des industries de l'information. Troisième élément important de cette économie, c'est l'augmentation de la part des travailleurs hautement qualifiés et des travailleurs du savoir, de la connaissance, on y reviendra. Une accélération du rythme des innovations, et aussi une économie qui est fortement concurrentielle, puisqu'elle est globalisée, donc le niveau de concurrence est plus intense, et pour faire face à cette concurrence intense, eh bien, il y a lieu de s'insérer d'une manière efficiente dans l'économie de la connaissance, l'économie du savoir. D'une manière très brève, si on revient vers les définitions, eh bien, je pense que c'est l'économie, celle qui est directement fondée sur la production, la distribution et l'utilisation de la connaissance et de l'information. C'est la définition qu'on donne au CDE, mais on peut aussi en trouver beaucoup d'autres qui permettent de cerner un peu d'une manière succincte ce qu'est cette économie. Donc, globalement, eh bien, comme je viens de le dire, c'est pratiquement une économie qui se fonde sur une innovation en continu, puisqu'il s'agit de mettre à disposition des produits et des services performants et compétitifs d'une manière continue. On n'est plus dans l'innovation sporadique de temps en temps, mais on est réellement dans un processus en continu. Ça, c'est une nouvel aspect de cette économie. C'est aussi accéder rapidement et en temps réel à toute l'information nécessaire pour la décision, quelle qu'elle soit, et l'action. C'est aussi un autre attribut de cette économie. C'est l'usage intensif des TIC, et on peut considérer que la technologie de l'information et de la communication constitue l'épine dorsale de cette économie. C'est clair que sans l'avènement de cette révolution numérique, on parle d'économie numérique, on ne pourrait pas envisager l'économie de la connaissance. C'est aussi disposer de ressources humaines bien formées, compétentes et créatives. Ça veut dire que nous sommes ici aussi sur de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, et ces nouvelles compétences sont utiles parce qu'elles sont aussi aptes à intégrer des nouvelles connaissances d'une manière rapide, à être créatives, mais aussi capacité à se débarrasser de ce qui sont les connaissances obsolètes, c'est-à-dire une remise en cause relativement importante de la base, des fondements de la compétence. Et ça, c'est aussi une révolution en soi, puisque ça interpelle tout le système d'éducation et de formation, depuis la crèche jusqu'à pratiquement l'université. Et bien entendu, ça fait aussi poser des questions de quel type de formation pour quel type d'économie. Et enfin, des institutions. C'est clair que
si on n'a pas des institutions qui sont d'abord dans cette logique de l'économie du savoir, des institutions qui gouvernent ce processus, qui savent le gérer, qui savent le programmer, qui savent le suivre, on ne peut pas le laisser exclusivement à la merci du marché. Le marché en soi est important, bien entendu, comme élément incitateur majeur, mais il ne suffit pas, il faut que ce processus soit encadré et soit, bien entendu, bien mené. Donc c'est un nouveau régime de croissance et on parle évidemment de nouvelles variétés d'économie où la ressource stratégique est la connaissance, où le moteur c'est l'innovation et le changement en continu, où le processus, un processus central, c'est l'apprentissage, the learning, et on parle de learning economy. Dans ce contexte d'économie de la connaissance, c'est clair qu'on est dans une logique d'apprentissage partout, à tout moment. Et évidemment, c'est de nouvelles formes d'organisation qui diffusent et appliquent la connaissance en continu, qu'on pourrait appeler des organisations apprenantes et innovantes. En parallèle, eh bien, il faut reconnaître aussi que cette modification importante qu'impose ce rythme important de changement, bien entendu, demande des conditions. D'abord, nous sommes face à une obsolescence rapide des connaissances, d'où une nécessité d'un apprentissage rapide, adapté, une nécessité aussi, comme je le disais, de se défaire des connaissances obsolètes qui ne sont pas utiles. Aussi, une condition, c'est une codification et une diffusion des savoirs tacites d'une manière prépondérante. C'est aussi, évidemment, un apprentissage tout au long de la vie. Parce que, du fait de cette obsolescence, du fait de ce rythme effréné de production de nouvelles connaissances, eh bien, on est, pour ainsi dire, devenus tous des étudiants, quelle que soit notre profession et quel que soit notre âge, puisque les connaissances que nous avons acquises sur les bancs de l'école, sur les bancs de l'université, bien deviennent très rapidement obsolètes et nécessitent d'être renouvelées en permanence. Et donc, nous sommes ici sur ce processus d'apprentissage et tout le monde est d'accord pour dire que eh bien, dans les années qui suivent, en particulier dans les 4-5 ans qui suivent, une grande partie de nos connaissances, on peut l'estimer selon les domaines, entre 60 et 80% sont des connaissances qui sont obsolètes, qui sont devenues obsolètes. Donc il faut les renouveler en permanence et c'est pour ça que nous avons pénétré d'une manière prépondérante dans l'économie de l'apprentissage, dans le learning economy qui nous permet de rester en phase et rester évidemment fonctionner au rythme qu'impose cette nouvelle économie. Et cela pose, à partir d'une perspective de développement, évidemment, ça pose des problèmes importants, majeurs pour les pays en développement qui sont évidemment encore aux prises avec des problèmes conventionnels concernant l'école, concernant l'université, mais aussi qui sont face à ce qu'on peut appeler la fracture numérique, qui n'est toujours pas résolue pour tous en tout cas, qui sont face à des dynamiques d'innovation qui n'arrivent pas à vraiment décoller, même s'il y a des réussites ici et là, et bien sûr qui sont aussi face à des problèmes d'institutions majeures, des formes de gouvernance qui non seulement ne permettent pas d'organiser l'économie d'une manière efficiente, mais aussi ne permettent pas de donner toute l'importance que le savoir et la connaissance nécessitent.